Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, OK, super. Je vais partager mon écran. Ça va, vous avez pas trop galéré pour faire les exos? Bon, du coup, vous voyez bien le partage d'écran? Bon, ou la fenêtre principale de Zoom, c'est perdu. OK, bon, très bien. Donc, on va attaquer direct par l'exo 1. Donc, on souhaite préparer une solution A de chlorure d'hydrogène à pH 1. Quelle masse de chlorure d'hydrogène est utilisée pour produire 1 litre de solution A? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Personne? Ouais. C'est ça, c'est bien 3,64 grammes. Du coup, on utilisait la formule du pH dans l'acide fort, et de là, on pouvait déduire avec le volume la masse de HCl nécessaire. Il n'y a pas de questions là-dessus, c'est bon? Ok. Alors, pour la question 2, bon, c'était une question c'est classique sur les indicateurs colorés. Donc, à votre avis, c'était lequel le bon indicateur coloré pour le titrage de- du HCl par hydroxyde de sodium? Attends, je vais prendre, je fais 10 fois 10, car dans un litre, il y a 10 mol de HCl. Attends, oups. Alors, dans un litre, il y a 10 mol de HCl. Euh, alors, comment ça, dans un litre? Dans un litre, il n'y a pas 10 mol de HCl, hein. 10 mol de HCl, c'est vraiment beaucoup. Ça fait, puissance 2. Ça fait un pH de -2, en fait. Si jamais tu prends, si jamais tu prends 10 mol de HCl. Je sais pas comment tu as trouvé 10 mol de HCl. Ok. Bon, on va passer à la question 2. Du coup, quel indicateur coloré vous avez trouvé? Personne?
Alors, oui, on peut titrer une base forte par un acide fort. C'est juste qu'on le fait pas sans prendre des précautions particulières parce que ça peut assez rapidement exploser, mais oui, c'est possible. Donc, exploser, dégager beaucoup de chaleur. Ok, je vois que le bleu de promotimol a l'air de faire bien l'unité. Donc, c'est bien ça. C'est parce que le titrage d'un acide fort par une base forte a un point d'équivalence atteint à pH 7. Et donc, il n'y a que seulement le bleu de promotimol qui a sa zone de virage comprise autour de ce pH parmi les indicateurs colorés proposés. Donc, c'est lui qu'on utilise. C'est bon? Ok. Donc, ensuite, ben là, il fallait retrouver le pH de la solution B après titrage par NaOH. Vous avez trouvé quoi? Mhm. Voilà, du 12,3, 12,2, 12,3. Ok, c'est bien ça. C'était bien la valeur attendue. Donc, sachant qu'on connaît la concentration de HCl et qu'on sait qu'on a atteint l'équivalence, on peut retrouver la quantité de matière de NaOH qui était présente dans la solution B. À partir de là, on peut déduire la concentration, puis le pH en utilisant la formule du pH d'une base forte. Vous trouvez bien 12,3. Donc, on prend. La concentration de NaOH, c'est celle dans la solution B. Donc, comment dire, tu dois calculer le... Attends, mais à quel niveau tu parles? Oui, c'est ça. En fait, on te demande le pH dans la solution B. Donc, ce que tu veux connaître, c'est la concentration de NaOH dans la solution B, et non pas dans la solution diluée après ajout de HCl. Voilà, voilà. C'est bon pour tout le monde? Ça allait, l'exo 1? On dirait que, ouais. Bon, on va passer à l'exo 2. Alors, donc là, c'était les solutions phosphates. Cet exo, il était un petit peu long. Je ne sais pas si vous l'avez particulièrement bien réussi. Donc, bon, à la question 1, je vous demandais de calculer le pH de 3 solutions phosphates, enfin de 3 solutions de dérivés phosphates. Du coup, pour la solution A, vous avez trouvé quoi? Et aussi, quelle formule vous avez utilisée? Et 1,55 et 1,61. Ben, ok, on va partir sur ça. Donc, initialement, donc on part sur la formule, sur la formule de l'approximation du pH d'acide faible. On trouve un pH de 1,55. Puisque H3, enfin l'acide phosphorique H3PO4 est un acide faible. Et le seul couple dans lequel il est impliqué, c'est H3PO4, H2PO4-. Par contre, il y avait une petite subtilité, c'est que euh, en fait, le pH il est supérieur au pKa-1, donc on ne peut pas négliger la concentration de la base conjuguée devant celle de l'acide faible. Du coup, il fallait utiliser la formule du second degré pour trouver le pH. Et donc, ça donnait en réalité un pH de 1,61. Et vu que je vous demandais la réponse à 0,1 près, bah, la réponse était comptée juste au final. Mais ça ne vous donnait pas forcément les points sur le raisonnement.
Tu sais que c'est un acide faible parce que tu connais le couple duquel enfin tu connais le oui déjà parce que tu as le pKa et aussi que tu connais le couple duquel il fait partie. Tu as le pKa 2,1 qui donc est supérieur à 0, donc c'est un acide faible. Et en plus de ça, c'est l'acide dans le couple H3PO4, H2PO4-, donc voilà. Euh, En fait, la formule simplifiée du pH de l'acide faible, elle est valable uniquement si la concentration de la base est négligeable devant celle de l'acide. Sauf qu'ici, c'est pas le cas, parce que le pH est supérieur au pKa-1, ce qui veut dire que, en fait, si tu reprends la, l'équation de Anderson-Hasselbalch, tu, tu as le ratio entre la base et l'acide qui va devenir, enfin, qui va se rapprocher de 1 en fait. Donc tu vas plus être en mesure de négliger la base devant l'acide et tu vas être obligé d'utiliser une formule un peu plus compliquée. Donc la condition pour que ça soit applicable, c'est celle-ci. Alors je sais que dans certaines facs, tu utilises d'autres valeurs, mais celle-ci, enfin, ça marche aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. On va passer à la question 2. Enfin non, à la, à la solution B pour la question 1. Donc, vous avez trouvé quoi comme pH ici? Mm. Alors, je vois du 12,7, je vois un 9,98. Tu l'as obtenu comment, le 9,98? Du 6,56. Ouais. euh, alors, c'est 12,7 la réponse. Ouais. Alors bon, on va de suite attaquer. Du coup, on pouvait partir sur l'approximation du pH d'une base faible qui donnait un pH de 12,74. Sauf que, encore une fois, il y a un petit piège, c'est que cette fois-ci, c'est l'acide qui est pas négligeable devant la concentration de base. Donc, il fallait utiliser la formule du second degré, mais cette fois-ci adaptée au pH d'une base faible. Et ça donnait un pH de 12,7 encore. Et on constate encore une fois l'écart entre les deux valeurs. Le Ke, c'est le produit ionique de l'eau, qui en fait est le produit des concentrations de H3O+ et de HO- en solution, et qui vaut toujours 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Zazou, du coup, tu as réutilisé la formule du second degré, mais adaptée aux acides faibles, c'est ça? C'est pour ça que tu as obtenu ce résultat. Ok. Ouais, du coup, faut faire gaffe. Calcul dans la correction, si tu peux vers numérique. Oui, si tu veux. Tu veux dire que je mette que je remplace dans la formule enfin, chaque variable par sa valeur. Ok, très bien. Donc c'est bon pour ça. 2C, c'est deux fois la concentration, oui.
Pourquoi on divise par 2? Mmh, ben, parce que, ben, il y a une démonstration pour ça, que je vais peut-être pas faire maintenant, mais tu peux la retrouver dans les fiches sur Ifarna ou alors, bah, je mettrai la fiche en question sur, dans le drive à côté du sujet. Ah non, tu parles de quel calcul du pH? Celui de l'approximation d'acide faible ou celui de la formule du second degré? Ben, bah, ça aussi, ça se démontre. Tu as la démonstration. Je vais pas te la faire maintenant parce que, ben, c'est pas sur le diapo, mais non, tu as pas besoin de refaire les démonstrations sauf si elles sont explicitement demandées. Non, il y a pas de division par 2C dans la formule de l'acide parce que, ben, c'est pas la même, enfin, ça marche pas pareil. Faut regarder la démonstration pour comprendre. Je vous la mettrai dans la fiche, enfin avec la fiche. Mais ouais, vous pouvez apprendre des formules telles quelles ou alors essayer de les retrouver, mais vous pourrez perdre du temps en les retrouvant. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux, sachant que ça tombe pas forcément tous les ans non plus. Donc, si vous avez des choses à apprendre, c'est peut-être pas la chose à prioriser de connaître les formules du second degré. Mais, je tenais à le faire pour montrer à la fois les formules, de base, et aussi la formule un peu plus compliquée sur l'exo, comme ça on le voyait d'un coup. Je me souviens plus d'Anal précisément, mais je pourrais te le dire après. Je, je note. C'est les annales avec les phosphates globalement. Mm. Ok. Du coup, c'est bon pour ça. Ok, très bien. Du coup, pour la solution C, vous avez trouvé quoi? Hmm, je vois 3,86, je vois 4,65. Ok. Du coup, c'était bien 4,65, enfin 4,7 du coup. Parce qu'effectivement, c'est un ampholyte euh, comment on dit, ou un composé amphoter, c'est pareil. Et du coup, le pH, c'est la moyenne des 2 pKa qui l'entourent. Donc, juste pour rappel, un ampholyte, c'est un composé qui intervient comme base et comme acide dans deux équations d'acide-base. Donc là, il intervient comme base avec le H3PO4 et comme acide avec le HPO4-. Du coup, quand on l'introduit en solution, le pH qu'on obtient, c'est la moyenne des 2 pKa. Non, c'est pour ça, il n'y avait pas de piège ici. Bah, le seul moyen pour qu'il y en ait éventuellement une, ce serait que la concentration de, de composés devienne très proche de la concentration d'ion H+, mais bon, ça n'arrivera jamais. Et de toute façon, on ne vous demande pas de gérer ce genre de cas, parce que ça n'a aucun sens. Donc voilà. C'est bon pour ça? Ok, très bien.
coup, on peut passer à la fin de la question 1. Quelle masse vous avez trouvé? Mhm. 7,01 grammes. Toujours plus de chiffres significatifs. Ok. Bon, donc c'était bien 57,0 grammes. Où on réutilisait le volume de la solution, la concentration de O4 et on multipliait juste par la masse molaire du bon sel, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, on passe à la question 2, où on calculait le pH d'une solution tampon. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Voici 6,93. Ouais, c'était ça. C'était bien 6,93. Du coup, on utilisait simplement l'équation d'Anderson-Hasselbalch après avoir calculé les concentrations respectives de l'acide et de la base. Ensuite, pour la question 2, je vous demandais la molarité de la solution. Vous avez trouvé quoi? La molarité. Et je vois 0,75, 0,304, 0,626. Donc c'était bien 0,626. Attention, Gaspard, milliosmol par litre, c'est pas la molarité, ça. Il fallait juste faire la somme des concentrations des, des espèces présentes en solution. Ensuite, je vous demandais quelle était la capacité tampon de la solution vis-à-vis des ions H3O+. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, 0,094, 0,151.
Bon, du coup, une des définitions possibles de la capacité tampon, qui facilite pas mal le calcul, c'est la concentration d'ion H3O+ à introduire en solution pour diminuer le pH de l'ion autour du pKa. Du coup, il suffisait de calculer la différence de concentration des espèces acides et bases due à l'ajout d'ion H3O+, donc issu de cette réaction. Donc, à la fin, ça donnait une concentration d'H3O+ à 0,188 molaires, ce qui donne une capacité tampon de 0,188 mol pour un litre. Pourquoi c'est moins H3O+ au numérateur? Bah, ça revient au même en fait, Lydie. Si tu prends 0,094 mol pour 0,5 litres ou 0,188 mol pour un litre, ça revient au même. Tant que tu précises à quoi ça correspond, il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, les deux marchent. Après, je ne sais pas si Marvin est là et ce qu'il en pense. C'était peut-être pas nécessaire non, de le mettre pour 0,5. Alors, pour le pH, il ne fallait pas faire pK-1. Ben, oui, bon, si la définition c'est pour un litre, alors dans ce cas, tu mets la valeur finale que tu dois avoir, c'est pour un litre. D'accord. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'unité d'ailleurs, parce que normalement, c'est censé être fixe. Bon. Sinon, pourquoi c'est moins H3O+ au numérateur et plus au dénominateur? C'est parce que quand tu regardes l'équation de réaction, quand tu rajoutes les ions H3O+, tu as les ions HPO4- qui réagissent avec les ions H3O+, pour donner des ions H2PO4-. Donc pour chaque ion H3O+ que tu rajoutes, tu as un ion HPO4- qui disparaît. Donc tu soustrais les ions HPO4-, la concentration de tes ions HPO4- de ta solution initiale, par celle des ions H3O+, et vu que tu formes des ions H2PO4-, tu ajoutes celle des ions H3O+. Ensuite, pour le pH, si tu n'avais pas faire pH égale pKa-1, alors si la solution tampon était préparée, enfin pour moi, si la solution tampon était préparée au niveau du pKa, oui, mais vu que la solution tampon a un pH légèrement en dessous du... C'était combien le pH déjà? C'était 6,93, légèrement en dessous du pKa. Enfin, normalement, c'est cette solution en particulier à laquelle on s'intéresse. Et justement, il y a une annale qui demande pour quelle, je ne me souviens plus d'annale, mais je vous la retrouver si vous voulez, pour quelle valeur de pH la capacité tampon de la solution est la même pour les ions H3O+ et HO-. Donc, normalement, c'est basé sur le pH de la solution. Euh, 0,02, ils acceptent une différence de combien? Normalement, ça passe. Attends, c'était... Quoique, normalement, je crois que c'est autour de 14%. De 14% enfin 14-15% d'erreur sur les valeurs. Mais
Normalement, du moment que le raisonnement est bon, s'il y a un arrondi un peu excessif, tant que c'est pas demandé enfin, tant qu'il n'y a pas un nombre de chiffres significatif qui est demandé dans la question, ou une valeur précise, normalement, ça passe. C'était une conférence l'année dernière, c'était cette définition, j'ai pas bien compris. Hmm, je sais pas trop quoi te répondre. Ouais. Le souci, c'est que tu as un exo qui, euh, dans les annales, qui t'indique clairement en fait que la capacité tampon, elle est autour du pH de la solution. Du coup, si tu avais pris le pKa, ben, tu aurais trouvé une valeur légèrement à côté. Et si on reprend la définition strictement, c'est la capacité tampon d'une solution en particulier, c'est la concentration d'ion H3O+ introduit en solution pour diminuer le pH de 1. Là, ben, vu que le pH est de 6,93, pour diminuer le pH de 1, ça ne va pas être la même quantité d'ion que si on était parti du pKa. Faut voir comment l'énoncé est tourné après. Et justement, ça permet de montrer que plus on s'éloigne du pKa, plus la capacité tampon est faible. C'est bon pour tout le monde? Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Ah, j'avais le même calcul, mais j'avais arrondi les valeurs dans l'équation du premier du temps. Non, non, c'est pas faux. Et c'est bon? Ouais, ok. Ensuite, là, c'était un peu la question à l'envers. Je vous demandais quelle masse de monohydrogénate de sodium de décahydraté, de dihydrogénophosphate, on devait peser pour préparer un litre de solution. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 6, 13, 84, 21, 95, 6. Et donc, euh, donc là, ben, il fallait prendre l'exo à l'envers. Donc, repartir de l'équation d'Anderson-Hasselbalch, mais cette fois-ci pour calculer les proportions d'acide et de base. Sachant que c'est une solution tampon, donc on se retrouvait autour du pK du couple acide-base concerné. Donc, une fois qu'on avait ça, on savait aussi que la solution tampon était décimolaire. Donc, ça nous permet d'exprimer euh, la, la base en fonction d'acide, qui vous permet de remplacer dans l'équation d'Anderson-Hasselbalch et d'obtenir la concentration d'acide en solution et d'en déduire celle de base. Et derrière, ben, on pouvait simplement calculer les masses. On obtenait du coup 13,97 et 9,52 aux arrondis près pour le mono et le 10.
C'est bon pour tout le monde? Mmh, oups. Inverse préconcentration. Ben, je sais pas. Pour les autres, c'est bon? Si tu veux, Lily, tu pourras m'envoyer ton raisonnement. Oui, le diapo de correction sera sur le drive. Ok. Bon, bah, si c'est bon, on va passer à la suite. Qui donc était de calculer l'osmolarité de la solution. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mhm. Alors, pour l'osmolarité, il faut faire attention aux unités, enfin à l'unité. Enfin, de manière générale, il faut faire attention aux unités, mais l'osmolarité, ça exprime toujours en osmol par litre. Enfin, ou en milliosmol par litre, si vous voulez, mais pas en molaire. C'est important de le préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui poste leurs réponses. Donc, si jamais il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander. Laisse-moi dire. Je peux comprendre. Désolé pour hier. J'ai pas encore donné la réponse, Maël. Mais oui, du coup, c'était bien 239 milliosmoles par litre. Et donc, tu as fait quoi 2 fois divisé par 2? Donc, euh, tu as fait diviser par 2. On va ça.
L'osmolarité, ça s'exprime en osmol par litre. Si jamais tu divises par 0,5, je sais pas d'où ça vient en fait en 0,5. Ben, on était sur 1 litre de solution. On avait les concentrations directes. Ah, l'osmolarité, on prend toujours la concentration molaire dans certains cas pour la concentration acide. Bon, l'osmolarité, c'est toujours la concentration molaire. D'ailleurs, dans le nom, il y a molar, molaire, quoi. Pourquoi le Na2HPO4 c'est 3 fois? En fait, quand tu regardes la dissociation du, du sel en solution, ça donne 3 particules. Donc, il y a 2 fois le Na+, et 1 fois le HPO4 de moins, qui contribuent chacune à l'osmolarité. Du coup, tu multiplies par 3 pour prendre en compte les 3 particules. Et pareil, pour l'autre, il y a 2 particules, donc tu multiplies par 2. Sachant que l'osmolarité, ça va être comment dire, enfin, une façon qu'on a de la trouver expérimentalement, c'est de congeler l'eau et de mesurer un delta de température de congélation de l'eau. Parce qu'en fait, lors de la congélation de l'eau, il va y avoir une exclusion des solutés de l'eau et ils vont s'opposer à cette exclusion. En fait, chaque particule va contribuer à changer la température de congélation de l'eau, pour le petit background scientifique. Ok. Pas d'autres questions sur l'osmolarité? Ok. Du coup, on va passer à l'exo 3. Alors pour l'exo 3, vu que je me suis dit que ça allait faire peut-être un peu long et un peu lourd à faire, j'ai fait que les questions, enfin, j'ai mis sur les diapos que les questions 1 à 4 et la question 6. Mais on pourra traiter le reste. Enfin, c'est les questions où il y avait essentiellement que des mots-clés, en fait, et juste comprendre comment ça marchait. Mais on pourra traiter, déjà, il y aura je pourrais mettre le reste en correction, ou on pourra traiter le reste à la prochaine conf, si vous voulez. Parce que globalement, il n'y avait pas grand-chose de nouveau, à part ces questions-là, en fait, par rapport aux questions précédentes, ça revenait à des calculs similaires. Donc, voilà. Oups. Donc, première question, j'ai spoilé la réponse, mais sur la correction à toutes les questions, oui. Après, c'est à voir si vous voulez que je fasse la correction ou ce qu'on peut faire, c'est que à la prochaine conférence, je pourrai répondre aux questions que vous aurez eues sur la correction. Comme ça, vous aurez le temps de comprendre ce qui est écrit. Bon, évidemment, il y a toujours le channel chimie qui est disponible. Alors, quel couple acide-base, bicarbonate de sodium joue le rôle d'acide au pK correspondant? D'accord, Gaspard, mais il y a un seul couple acide-base qu'il faut garder.
je vois qu'il y a du 10-3. Je vois qu'il y a du... Tout le monde n'est pas d'accord sur les couples. Le couple HCO3-, CO3-2- qui a l'air de l'emporter. D'autres gens? Ok, bon. Du coup, effectivement, c'était le couple HCO3-, CO3-2- dans lequel le bicarbonate de sodium joue le rôle d'acide. Le bicarbonate de sodium, c'est HCO3-, hein. C'est pas H2CO3. C'est le Caspar. Après avoir écrit le sujet, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de mettre monohydrogène et carbonate, mais bon. Oui, bien sûr, c'est parce que tu as trois couples acide-base, enfin, pardon, non, deux couples acide-base qui sont mis en jeu dedans, parce qu'il y a deux pKa. Donc tu as du plus acide au plus basique, tu as H2CO3 slash HCO3-, où il y a l'acide qui est l'H2CO3, la base c'est HCO3-. Je sais pas si vous voyez ma souris d'ailleurs. Ah, cool. Et donc le deuxième couple, c'est HCO3-, CO3-2-, avec un pKa de 10,3. Et donc l'acide dans le couple, c'est celui qui est capable de donner un proton. Donc bah là, c'est HO3- qui donne le proton pour donner CO3-2-. Et du coup, par contre, dans l'autre couple, c'est H2CO3 et HCO3-. Et c'est H2CO3 qui donne un proton, enfin qui perd un proton plutôt que, enfin voilà, vous avez compris, pour donner HCO3-. Donc dans ce couple-là, c'est l'acide, c'est H2CO3, la base, c'est HCO3-. Donc c'est bien ce couple-là et pas celui de pKa 6,4. C'est bon? Ok. Du coup, question 2. Comment qualifie-t-on un composé qui peut réagir à la fois comme acide et comme base? Ampholyte, tu vois amphotère. Tu vois ampholyte et amphotère. Bon, bon, du coup, en fait, c'est- le nom c'est ampholyte et l'adjectif c'est amphotère. Donc un ampholyte, c'est un composé amphotère. Voilà. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ça marche aussi bien. Ensuite, pour la question 3. À ce stade, cette valeur de pH permet-elle d'éliminer au moins un décomposé? Si oui, pourquoi? Pas de réponse. J'ai oublié une question. Euh, Ah bon? Je vais regarder. Ouais, on m'entend ou pas? Oui, je t'entends. Ouais. Du coup, il y avait une sous-question à la 2, c'était Oui, non, mais donc je l'ai virée ah parce ok. qu'elle n'était pas, enfin, elle était pas terrible. Ok, ok, ça marche. C'était c'était une subtilité qui avait rien à faire là, en fait. Ah, NaOH, d'accord. Attends, quoi? Euh, Pourquoi tu dis NaOH, trompette?
les 3 composés qui nous intéressent, c'est le dichlorhydrate de L-arginine, l'acide phosphoglycérique et le H2SO3. Ah, sois pas désolé. OK, donc là, c'était une question piège parce que, ben, cette valeur de pH ne permet pas d'éliminer un décomposé. Parce que, ben, vu que la valeur de pH dépend de la concentration de l'acide, c'est tout à fait possible d'obtenir un pH de 5,2 à partir d'H2CO3 et on pourrait imaginer que la solution d'H2CO3 a été produite avec une concentration qui permet d'obtenir un pH de 5, par exemple. Ensuite, on a rajouté un tout petit peu d'hydroxyde de sodium pour monter à 5,2. Et donc, c'est tout à fait possible de produire cette solution, même avec le H2CO3. Est-ce que c'est clair? Attends, je sais plus ça. Avec l'acide 2 aussi, oui, tout à fait. Parce qu'on peut partir de l'acide 2 phosphoglycérique, où on est d'abord au niveau du couple qui est un pK de 1,4, puis ensuite en ajoutant pas mal de soude, on peut monter jusqu'à 5,2. Du coup, attends, pour Maël. Attends. Oui, attends. Pour le Tiens, je viens de penser classique, là, avoir max un pH de 9,4 par rapport au pK, mais c'est pas ça du coup. Alors, ben, par exemple, là, en utilisant la formule de, du pH d'un acide faible, si on prend le pK, si on prend pour pK 6,4, ça va donner 6,4 moins log de la concentration sur 2, qui, par exemple, pour 1 millimolaire donne 4,7 de pH. Et donc, c'est tout à fait possible d'être en dessous du pK. Vous pouvez faire le calcul. Si vous calculez le pH d'une solution de H2CO3, donc pour pK 6,4, à 1 millimolaire, vous obtiendrez 4,7. Et donc, c'est en dessous de, combien j'ai dit, 5,2. Donc, c'est tout à fait possible de produire une solution de H2CO3 qui a un pH de l'acide 2, enfin qui a un pH de 5,2. Tu parlais de l'acide 2, je fais des nombres préliminaires, je pense que c'est l'acide pour avoir un max un pH de 1,4 pour pK. Ben, c'est-à-dire que tu pars de ta solution qui,
qui est, enfin, tu pars de ta solution d'acide 2-phosphoglycérique qui a un pH donné en fonction de la concentration que tu mets. Ensuite, quand tu rajoutes de l'hydroxyde de sodium, tu as le pH qui monte progressivement. Puis ensuite, tu finis par complètement neutraliser l'acide 2-phosphoglycérique et tu passes au deuxième couple, donc celui qui a pour pK 3,2. Puis ensuite, tu en rajoutes encore et tu arrives à 5,2, entre 3,2 et 7,4. C'est-à-dire que ta solution ne se limite pas à ce que tu mets dedans au départ. Tu as aussi tous les autres couples qui vont être formés quand tu déplaces l'équilibre du pH. C'est-à-dire que là, on parle de l'acide, mais tu as aussi les bases successives qui vont être formées quand tu montes le pH. Donc ça ne s'arrête pas à pH plus 1,4. C'est bon, Maël, d'ailleurs, tu as compris ce que j'ai réexpliqué, mais je ne sais pas si c'était clair. Ok, très bien. Donc ensuite, je demandais, donc on effectuait le titrage par NaOH, et donc on l'arrêtait dès qu'on avait un point d'inflexion X avec ralentissement des variations du pH. Donc je lui demandais quel était le nombre de ce point d'inflexion et la relation entre pH et pKa. Voilà, équivalence. Voilà, pH égale pKa. C'est tout. Pas d'autres réponses? Mhm. pH égale pK, demi-équivalence. Et oui, c'est bien ça. C'est le point de enfin, c'est un point de demi-équivalence où on a pH égale pK. Attention, c'est à ne pas confondre avec l'équivalence. Et oui, on est effectivement au niveau de la zone tampon. Non, pas dans mon cours, la demi-équivalence, c'est mélange de la base A- restante et H formé en même quantité. L'équivalence, marqué N inversé égale NP. Et c'est la même chose, non? Alors, non, mais... Alors, attends, je regarde juste mon énoncé parce que je sais plus ce que j'ai tenté. Ouais, bah on en parle juste après, en fait. On va attendre la question suivante. Voilà, ne pas confondre demi-équivalence et équivalence. La demi-équivalence, ça correspond à l'endroit où on a le pH égal au pK, où on a la même concentration d'acide et de base pour un même couple, alors que l'équivalence, c'est pas ça. Et là, j'ai oublié de mettre le sujet. D'accord. Mais bon, normalement, vous l'avez. Donc, en fait, on peut sauter la question 5 pour répondre à la question 6. Du coup, si jamais vous l'avez, je vous laisse répondre. Je vous rappelle, pour la stage pachymétrique, alors, dichlorhydrate de l'arginine, acide de phosphoglycérique. Bon, vous avez une chance sur 3 de toute façon. Et du coup, pourquoi?
Alors, pH est quasiment égal au pK. Attendez, je vous remets la presse. Voilà, c'était le titrage pH métrique par HCl. Donc là, on a un point d'inflexion au niveau d'un saut de pH. Et j'ai reperdu le chat. Attendez que je retrouve. Ok. Le pK de l'acide 2-phosphoglycérique n'est pas égal à pK1 plus pKa sur 2, vu que c'est un polyacide. Donc pK minimum. Bon, déjà, je vais mettre la réponse. Donc, à l'équivalence, on a pH égale pK1 plus pKa2. L'équivalence, on l'atteint au niveau d'un saut de pH, où on a un point d'inflexion. C'est l'endroit, en fait, où le pouvoir tampon de la solution est minimum. Donc, on se retrouve précisément au milieu de 2 pKa. Et donc, le seul qui respecte ce critère, c'est l'acide 2-phosphoglycérique. Alors, par contre, égal à pKa1, vu que c'est un polyacide, pKa1. Je regarde pour ta question, Nicolas. Alors, attendez. Alors, je vais chercher un diagramme de pH. Du coup, désolé, c'est un peu moche, mais du coup, sur un diagramme de pH, vous avez plusieurs points d'inflexion. Il y a des points d'inflexion qui vont être au niveau d'endroits où le pH va monter assez lentement, enfin, va varier assez lentement. Et en fait, c'est autour du pKa, et c'est à cet endroit-là qu'on a les solutions à un pouvoir tampon. Donc là, par exemple, on a un premier point de demi-équivalence avec pH égale pK1. Puis ensuite, on s'éloigne progressivement du pouvoir tampon optimal de la solution. Donc, on a le pH qui commence à monter de plus en plus vite. Puis enfin, on arrive au moment où on a neutralisé complètement la première acidité. Et on a du coup le pH qui est compris pile entre les deux pKa. Ensuite, on a à nouveau un ralentissement progressif des concentrations à mesure qu'on se rapproche du deuxième pKa.
Et donc là, c'est là qu'on a la deuxième... comment dire? Enfin, c'est là qu'on peut atteindre une solution tampon au niveau du deuxième pK, et ainsi de suite. Et du coup, on parle de demi-équivalence quand on est à pH égale pK, et où on a les concentrations d'acide et de base qui sont identiques. On parle d'équivalence quand on a la- l'acidité qui a été entièrement neutralisée. Donc là, on se retrouve avec... Enfin, c'est inexact, pardon. On parle d'équivalence quand on se retrouve entre les deux pKa. Mais bon, c'est à la demi ou à l'équivalence qu'il y a autant d'acide que de base. C'est à la demi-équivalence qu'il y a autant d'acide que de base. Mais ouais, pour répondre à... Je n'ai pas compris ce que ça veut dire point d'inflexion. En point d'inflexion, oui, pardon, j'ai oublié de répondre à ça. En point d'inflexion, c'est un point où on a... euh, comment dire? Au lieu que la courbe reparte dans le même sens duquel elle est, duquel elle est partie, c'est-à-dire que là, ça pourrait faire ben, comme ça, elle part dans l'autre sens, mais en conservant à peu près la même forme. Donc, il y en a un qui est à ce niveau-là au niveau de l'équivalence, et tu en as aussi un à chaque demi-équivalence. Et en fait, pour chaque point d'inflexion, on peut tracer une tangente. Donc là, on a une tangente qui est comme ça. On a une tangente qui est un peu plus verticale au niveau de l'équivalence. Et voilà. Ensuite, alors en fait, oui, pour répondre à ta question, Nicolas, euh, ouais, il y a une petite imprécision dans mon sujet, c'est que en réalité, on n'atteint pas vraiment l'équivalence si on considère que la définition de l'équivalence, c'est qu'on neutralise complètement l'acide. Mais par contre, le pH à cet endroit-là est bien égal au pK1 plus pKa2 sur 2. Dans ton énoncé, commence avec le point d'inflexion, c'était à demi ou l'équivalence. C'est parce que j'ai précisé que pour... je vais remettre le sujet. Non, je vais garder ça plutôt. J'ai précisé que pour la demi-équivalence, on avait un ralentissement des variations de concentration de pH, ce qui correspond ben, à l'endroit où on se situe autour du pKa. Alors que pour l'équivalence, j'ai précisé qu'on avait un saut de pH. Donc c'est là où on a cette sigmoïde, où on a une variation très importante des concentrations, du pH en fonction de la concentration de base introduite. Mais oui, il y a un point d'inflexion correspondant à l'équivalence et un point d'inflexion correspondant à la demi-équivalence. La question 5, on peut vraiment sauter la question, il faudra quand même faire les calculs. Bah, vu que la question est posée, il faut faire les calculs, mais on peut la sauter pour répondre. Et c'est juste que, enfin, vu le temps que ça prenait déjà de faire tout le sujet, j'avais pas forcément envie de faire tous les calculs de la conférence comme ça. Surtout que bon, il n'y avait rien d'original par rapport à ce qui avait été fait sur les calculs de l'exo 1 ou 2. Je sais plus sur lequel j'ai mis ça. Mais voilà. Alors, à l'équivalence, il y a deux fois plus. Non, il n'y a pas deux fois plus d'acide que de base. Euh, Quand tu as les pK qui sont suffisamment distants entre eux, c'est-à-dire normalement de 4, vu que c'est plus 2, tu as, au niveau de l'équivalence, tu as l'acidité qui a été entièrement neutralisée. Première acidité qui a été entièrement neutralisée. C'est-à-dire qu'au niveau de pH égale pK, tu as autant d'acide que de base. En dessous, tu as davantage d'acide que de base. Et au-dessus, tu augmentes progressivement la concentration de base par rapport à celle d'acide jusqu'à atteindre ce point où tu n'as plus du tout d'acide. Pour le pK1, bien sûr. C'est bon, c'est clair.
Bon, et Nicolas, d'ailleurs, les calculs seront dans la correction, hein. C'est juste que c'était trop long pour une conf, du coup, j'ai pas fait. Voilà, donc la conf s'arrête ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Après, il faudra attendre la prochaine conf ou les poser dans le salon chimie pour ça. Euh, je pense d'ici 1 ou 2 jours, une correction complète. Sachant que je vais peut-être modifier quelques trucs par rapport à ce que j'écris sur le diapo aussi. J'ai une question par rapport à la molarité et l'osmolarité. Ben, vas-y, je peux poser ta question. Je peux réexpliquer pour la capacité tampon. Alors, ben, je vais repasser sur le diapo. Et là. C'était cette question. Du coup, la capacité tampon, ça représente la résistance de la solution face aux variations de pH. C'est-à-dire que quand tu vas introduire un composé qui ferait varier le pH en temps normal, ben, quand tu es dans le cadre d'une solution tampon, le pH va beaucoup moins varier que si jamais c'était juste en de l'eau. Donc ensuite, cette capacité tampon, on peut l'exprimer de façon numérique. Alors, plus elle est proche de 0, plus la solution est un mauvais tampon. Plus elle est élevée, plus la solution est un bon tampon. Là, ça va. Et on la représente comme étant la concentration d'ion H3O+ nécessaire à introduire en solution pour diminuer le pH de 1 autour du pK, par exemple. Sachant que c'est une définition parmi d'autres. On pourrait aussi dire, mais ça complexifie les choses en fait, donc je vais peut-être pas en parler. La différence quand on nous demande. Ouais. Du coup, je vais rester sur cette définition-là. C'est simplement la concentration d'ion H3O+ introduit en solution pour diminuer le pH de 1 autour du pK. Je dis autour du pK parce que quand tu t'éloignes du pK, tu n'es plus vraiment dans le cadre d'une solution tampon et donc ça marche plus. C'est pour ça qu'on précise autour du pK. C'est-à-dire que si tu t'éloignes trop du pK, ben, quand tu vas diminuer ton pH de 1, tu vas sortir de la zone tampon et ça n'a plus vraiment de sens de parler de ça. Donc, c'est pour ça que je précise autour du pK. Mais pour une solution donnée, si on te demande de calculer la capacité tampon d'une solution avec un pH donné, tu dois le faire pour le pH de la solution. Là, le pH de la solution, c'était 6,93. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la quantité d'ion H+, qu'il aura été nécessaire d'introduire pour passer de 6,93 à 6,93-1, à savoir 5,93. D'où le fait que le pH cible, c'est 5,93. Le pH cible après ajout des ions H3O+, en fait. Et donc, après, on fait la différence. Enfin, comment dire, sachant les concentrations de HPO4 et de H2PO4- qu'on a à pH 6,93, on calcule les ions H3O+, qui serait la concentration d'ion H3O+, qui serait nécessaire d'ajouter pour passer à pH 5,93. Je peux expliquer pourquoi le pH cible n'est pas pH moins pH égale pK-1. Ben, c'est parce qu'on s'intéresse à une solution particulière où le pH, pour laquelle son pH n'est pas pK. C'est-à-dire que le pouvoir tampon d'une solution donnée, il dépend de son pH. Si ta solution est un pH de 1, son pouvoir tampon, il n'aurait pas été égal enfin, il n'aurait pas été égal à la valeur qu'on a trouvée. Alors, on va continuer à répondre dans l'ordre. Enfin, non, je vais rester sur capacité tampon, ensuite je vais remontrer. Il y a une capacité tampon acide et une capacité tampon basique, c'est ça? Oui, tout à fait.
Là, on a calculé la capacité tampon acide avec l'ion H3O+, on aurait pu le calculer avec l'ion OH-. On se serait aperçu qu'elle serait attends, inférieure ou supérieure? Je sais pas, bref, faudrait le calculer, mais ça se calcule. Et du coup, tu le calcules simplement en prenant avec l'ion OH-. Et dans ce cas-là, il serait différent vu qu'on n'est pas pile au pKa. Et pour Nicolas, si on avait demandé pour OH-, la formule serait pour pH plus 1 autour du pKa. Oui, c'est ça, tout à fait. Ensuite, c'est quoi la différence quand on nous demande de calculer la molarité ou l'osmolarité? Alors, la molarité, c'est facile. C'est juste, on va revenir à l'osmolarité qui était quelque part ici. Bah, du coup, on va faire la différence. Oh, là, c'est chiant. Bref. Bon, la molarité, c'est facile. C'est juste la somme des concentrations des ions en solution. Donc là, ça aurait été juste H2PO4- plus la concentration d'H2PO4- plus la concentration d'HPO4-. Ça serait la molarité. Par contre, l'osmolarité, tu dois considérer chacune des particules de chaque composé en solution. Voilà, c'est tout. Alors normalement, je n'ai pas loupé de questions, mais pour la molarité, on la veut en mol ou en mol par litre? Alors attention, la molarité, c'est une concentration, et ça s'exprime en mol par litre, alors que la mol, c'est une quantité de matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour renverser un setback, on peut vraiment utiliser la quantité de matière ou c'est toujours en concentration? Alors ça, c'est la question qui fâche, parce que pour moi, on devrait l'utiliser qu'en concentration, mais dans certains cas, si tu fais l'approximation que la variation de volume n'influe pas sur sur, euh, sur la solution, ou alors que tu es toujours dans le même volume, tu peux rester en quantité de matière. Et, enfin, non, pardon. Si, oui, c'est ça. Le pourcentage qu'on pouvait utiliser aussi. Là, je ne sais pas de quoi tu parles. Montre le diapo du calcul du pouvoir tampon. Bon, de toute façon, vous aurez le diapo, hein. Enfin, vous aurez le diapo de suite, mais la correction plus tard. Il y aura peut-être des corrections par rapport au diapo aussi. Des choses en plus. Je ne sais plus sur quelle question c'était, par contre. C'était où? Ah, oui, je m'étais perdu. Donc voilà, le pouvoir tampon, c'est ici. Pourcentage acide sur pourcentage base, qui remplacerait concentration base sur concentration acide. Oui, ça revient au même. Parce qu'en fait, un pourcentage, c'est... Attends. Oui, si, c'est ça, ça revient au même. Pour un pourcentage, en fait, tu normalises juste en fait, quand tu prends un pourcentage. Pourquoi on ne pourrait pas faire cette formule avec les quantités de matière, hein? Bah, si, je pense que tu peux la faire avec les quantités de matière dans ce cas. Il n'y a pas de souci particulier. Par contre, tu peux pas le faire quand tu as
des variations de volume trop importantes, mais ce qui est pas trop le cas en général. Par contre, il faut faire attention à derrière, pas se tromper sur, les calculs de quantité de matière. Donc, convertir correctement pour passer de volume à quantité de matière, puis inversement pour passer de quantité de matière à volume, enfin à concentration, pardon. S'il y a besoin. Après, si je l'ai fait comme ça aussi, c'est qu'on avait déjà dû calculer les concentrations d'HPO4 de- et d'H2PO4- aux questions précédentes. Donc, bon, autant les réutiliser de suite, ça ne changeait pas grand-chose. Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, j'attends 30 secondes, que les gens écrivent éventuellement et puis, on pourra s'arrêter là. Je pense qu'on est pas mal. Bah, avec plaisir. Bonne journée à tout le monde. J'espère que cette conf vous aura été un petit peu utile. Allez, bonne journée.